Merci d'être là. Merci à ceux qui nous suivent de chez eux, bien installés. Mesdames et messieurs les élus, merci de votre présence. Mesdames et messieurs, non, messieurs les personnes du public, je vous souhaite aussi la bienvenue à ce conseil municipal. Je vais tout d'abord vous demander de vouloir bien procéder à la désignation du secrétaire de séance. Je propose que Madame Petitbois assure le secrétariat. Est-ce que d'autres sont volontaires? Est-ce que vous êtes contre? Vous vous abstenez? Donc je vous remercie. Madame Petitbois assurera le secrétariat. Merci à elle. Alors, je vais à présent procéder à l'appel nominatif des membres du conseil municipal pour vérifier le quorum. Alors, Monsieur Graf Pascal. Présent. Présent. Madame Messel Yolande. Présente. Monsieur Zorzut Jérôme. Présent. Présent. Monsieur Varocki Roland Vincent. Présent. Présent. Madame Pellissier Sylvie. Présent. Présente. Madame Covy Brigitte. Présente. Madame Petitbois Pascal. Présente. Monsieur Drault Alain, procuration à Madame Petitbois. Je vérifie. Oui, c'est donc Alain Drault qui te donne procuration. Monsieur Fleury Michel. Présent. Monsieur Sine Nicolas. Présent. Madame Gall Marie-Paul. Présente. Monsieur Justy Jacques, procuration à Monsieur Verrecchia. Madame Guérin Carole, procuration à Madame Messel. Monsieur Casabianca Fabien, absent. Madame Laforest Sylvie, procuration à moi-même. Monsieur Verrecchia Christian. Monsieur Saillé Jérôme. Présent. Madame Avinens Marie-Christine. Présente. Monsieur Reboul Régis. Présent. Monsieur Duira Denis. Présent. Monsieur Coutin Denis. Présent. Et Monsieur Choiselat Jean-Pierre, procuration à Monsieur Duira. Nous sommes 17 présents. Le quorum étant atteint, nous pouvons siéger en toute légalité. Je vous remercie. Je vais vous demander à présent d'approuver le procès-verbal de la séance du 13 mars 2025. Quelqu'un a-t-il des questions ou des commentaires à faire sur ce procès-verbal? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Nous allons désormais passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Vous avez sur votre table, devant vous, un rapport modifié, le rapport numéro 8, où nous avons modifié effectivement les sommes qui ont été attribuées, les subventions qui ont été allouées aux associations au titre de l'exercice 2025, puisque la commission d'attribution s'est réunie mercredi, et que mercredi, il y a eu donc des modifications qu'il fallait acter, et aussi des modifications concernant la convention de partenariat avec l'association Archéodidacte. Donc nous en reparlerons le moment venu de ces modifications, mais c'est à la marge, ça n'a pas de caractère, je dirais, substantiel
et pas de modification importante. Nous passons maintenant aux décisions du maire prises sur délégation permanente. Ce sont 2 demandes de subvention. Est-ce que cela appelle des commentaires ou des questions? Donc, vous prenez acte de ces décisions du maire, comme à chaque fois. Donc, nous passons maintenant au point numéro 3, c'est l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Archéodidacte et l'approbation de la gratuité de l'occupation. Ce rapport sera présenté par Madame Pellissier, adjointe aux associations, à la vie scolaire, au commerce, au social. La liste est longue. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est un renouvellement de la convention, puisque déjà une convention avait été signée avec Archéodidacte en 2019. Cette convention est arrivée à expiration, donc nous vous demandons de renouveler la convention. Cette convention est pour le CAREX, où l'association fait beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup d'élèves qui vont visiter soit le labyrinthe de l'évolution, soit pour des fouilles, soit pour... il y a un rock art aussi. Et donc, elle est assez utilisée. Cette association fait aussi beaucoup de conférences sur l'archéologie. Donc, nous vous demandons de renouveler la convention gratuitement pour cette association. Avez-vous des questions? Non, Monsieur Coutin, juste quelques secondes qu'on puisse regarder les modifications qui sont apportées sur le document qui était à notre disposition sur le bureau. Là. Donc, on va vous demander quelques secondes. Est-ce que tu veux que je te les explique? Oui, éventuellement, parce que là, je suis en train d'essayer de comparer un peu ce qu'il y avait et ce qu'il y a à présent. C'est tout ce qui est en rouge. Oui. Donc, l'association a demandé pour la propriété intellectuelle, c'est-à-dire tous les droits de tous les textes et les dessins qui ont été faits par l'association, ils ont demandé à garder, puisque les panneaux appartiennent donc à la mairie. Mais nous n'aurons pas le droit de diffuser ce qu'il y a sur les panneaux sans leur consentement, parce que ça leur appartient. Et ensuite, c'est l'utilisation du CAREX qu'on a modifié aussi. Oui, en fait, il est demandé à l'association, avant toute organisation, de nous faire une proposition sur le contenu des activités qui seront organisées. Puisque c'est un espace public, il est nécessaire que nous ayons un droit de regard sur l'utilisation de cet espace public, même mis gracieusement à disposition. Ce qu'il n'y avait pas sur l'ancienne convention, donc on l'a rajouté. Ok, merci. Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point suivant, qui est donc le point numéro 4 pour la mise à disposition de salles communales pour les élections municipales. Je ne vous l'apprends pas, nous rentrons dans une année préélectorale et il semble important de préciser les règles concernant la mise à disposition de salles communales dans le cadre des élections municipales. Alors je rappelle
que l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit en effet que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration, des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe en tant que de besoin la contribution due à raison de cette utilisation. Alors, il est quand même précisé donc que pour éviter que l'utilisation d'une salle communale ou intercommunale ne constitue un don prohibé au sens du code électoral, le maire ou le président de l'EPCI doit veiller au respect de l'égalité de traitement de tous les candidats qui pourront se présenter sans aucune distinction, et ce, bien évidemment également si eux-mêmes sont candidats. Donc, il est proposé de mettre à disposition gratuitement deux salles municipales qui sont le foyer municipal et la maison du temps libre. Pour information, c'est ce qui a été pratiqué en 2020 lors des élections précédentes. Et bien sûr, gratuitement. Bonsoir, Madame Avinas. Donc c'est juste pour savoir, c'est deux fois par tour ou c'est deux en tout? C'est 2 fois en tout. C'est 2 fois en tout. C'est pas au premier tour, au deuxième tour. On ne peut pas refaire d'autres non, réunions? C'est 2 fois au premier. Ah. Enfin, si tant est qu'au deuxième tour, entre les 2 tours, vous ayez le temps de faire de réunions, mais normalement, c'est 2 fois. C'est 2 fois pour le premier tour, avant le premier tour, et si vous voulez 2 fois, si vous avez le temps de faire 2 fois entre les 2 tours. D'accord. C'était pas, que... précisé, c'est pour ça. Oui, merci. oui, non. Je pense que... Monsieur Bouchard, oui, effectivement, la question était là, c'est savoir si effectivement n'importe quelle liste pourrait avoir effectivement pour le premier tour 2 réunions et pour le deuxième tour 2 réunions. C'est peut-être judicieux de le préciser, non? Là, effectivement, ça prête à confusion. Je pense de toute façon qu'entre les 2 tours, vu s'il n'y a pas un Covid, oui, il y a une semaine, je le sais. S'il n'y a pas un Covid qui se présente là, oui. Je pense que suivant le nombre de listes, on sera obligé de répartir équitablement les salles avec le nombre de listes qui seront en lice. Oui, tout à fait. Donc, le voilà. fait des 2 tours, quoi, ce n'est pas précisé. C'est judicieux de l'acter. Alors, je le dis ouvertement, il n'y a pas besoin de l'acter, puisque je le dis qu'entre les 2 tours, la municipalité, je le répète, je viens de le lire, le conseil municipal fixe en tant que de besoin la contribution... Non, pardon, c'est pas ça. C'est pour éviter que l'utilisation d'une salle communale ou intercommunale ne constitue un don prohibé au sens le maire ou le président de l'EPCI doit veiller au respect de l'égalité de traitement. Donc je traiterai équitablement toutes les listes en présence pour qu'elles aient entre les 2 tours, si elles souhaitent faire une réunion, ou des réunions, dans le temps qui est imparti, qu'elles puissent accéder au même nombre de salles. Je le dis, c'est enregistré. Donc, c'est une garantie. Pas de souci. Voilà. Bon, voilà. Je reviens toujours au fait que c'est mieux quand c'est écrit. Oui, non, mais c'est pas mal quand c'est dit aussi, et puis surtout quand c'est enregistré. Oui, faut-il que ce soit... Voilà, dans la mesure où c'est enregistré. Ah, c'est enregistré, oui. C'est enregistré. Les paroles sont... toujours, les paroles sont... Vous pourrez vous en servir dans la campagne électorale. Pas plus que ça, non. Si tout est respecté, il n'y a aucun souci vis-à-vis de tout ça. D'autres questions? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au rapport suivant, qui est l'autorisation donnée au maire de renouveler une ligne de trésorerie. Je vais demander pour cela à Madame Messel, adjointe aux finances, de procéder à la présentation de ce rapport. C'est vrai qu'on n'en a pas besoin, tel que je l'ai dit au moment du budget, mais la nécessité... Pardon? On t'entend pas, le micro est là. Vous m'entendez là? Le plus bas. Je vais la mettre en... Là, vous m'entendez?
Donc la ligne de trésorerie qui se termine au mois de... Ben, il est allumé, mais oui. Donc, la ligne de Attendez. trésorerie- Celui-là, il marche. Faites 1-2 avant quand même pour voir, on ne sait jamais. Allô? Ah oui, ça y est. Donc, la ligne de trésorerie qui se termine au mois de mai, on vous demande de la renouveler. Elle ne coûte rien si on ne l'utilise pas, évidemment, mais elle coûte si on l'utilise. Sachez qu'on n'en a pas besoin actuellement, mais elle est nécessaire souvent au premier trimestre de l'année, lorsqu'on a payé beaucoup d'investissements et en attendant les subventions. Et comme les impôts rentrent par 12e, il est vrai que janvier et février sont des périodes un peu cruciales au niveau trésorerie. Voilà. Bonsoir, Jérôme Saillet. Je comprends pas trop, avec 1 400 000 de reste à réaliser. Je vous ai dit qu'on allait payer Non, des mais investissements. désolé, mais j'ai pas trouvé ça très convaincant. Ah bon, bah écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose. On paie des investissements en janvier, février. Les impôts ne rentrent pas tout de suite. Donc, on peut être en difficulté de trésorerie. Je n'ai pas dit qu'on le sera. On peut l'être. Donc, il vaut mieux avoir un moyen de payer les fournisseurs, sinon on a les pénalités de retard de paiement des fournisseurs. Et avec le reste à réaliser de l'année dernière, ça suffit pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas au mois de janvier 2026. Le problème des restes à réaliser, que ça concerne les investissements. Là, elle vous parle de factures qui concernent le fonctionnement. Je parle de trésorerie. Moi. Je parle pas de, quand on a payé beaucoup de factures pendant l'année 2026, que les subventions ne sont pas rentrées et qu'au mois de janvier-février, les impôts mettent du temps à rentrer parce qu'on est payé par 12e et quelquefois en retard, il est vrai qu'au niveau trésorerie, on peut être juste... On peut, je n'ai pas dit qu'on le sera, on peut l'être. C'est un problème de trésorerie, tout simplement. Et comme pour ne pas avoir de pénalité pour payer les fournisseurs, il vaut mieux avoir les moyens de les payer au niveau trésorerie. Donc là, on est bien d'accord, c'est pour l'année prochaine, puisque cette année, c'est passé. Vous De dites toute janvier, façon, février. La ligne de trésorerie est finie, se renouvelle au mois de mai. Pour le moment, on est toujours sous la ligne de trésorerie qu'on a votée l'an dernier. Donc là, pour le moment, on n'a pas de problème de trésorerie. Mais comme je dis, on peut en avoir en janvier-février. Donc en janvier-février, il faut pouvoir payer les fournisseurs. On va payer le centre de loisirs. Donc on va payer des investissements. Donc il est évident que, je dis, peut-être on aura des problèmes de trésorerie. Voilà. On passe au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? L'opposition dans son entièreté. Donc, la délibération, le rapport est adopté à la majorité. Je vous remercie. Point suivant, renouvellement du dispositif cantine à 1 €, présenté par Madame Pellissier, adjointe à la vie scolaire. Et au périscolaire. Par délibération numéro 24, en date du 19 mai 2022, le Conseil municipal a autorisé la signature d'une convention avec l'État pour la tarification sociale de la cantine. Cette convention doit être renouvelée tous les 3 ans. Donc, aujourd'hui, nous renouvelons la convention pour 3 ans. La subvention s'élève à 3 € par repas, dont le montant est inférieur ou égal à 1 €. Par ailleurs, la tarification mise en place doit proposer sur les 3 conditions cumulatives suivantes. La tarification sociale des cantines doit compter au moins 3 tranches calculées selon les revenus des familles. Une tranche ne doit pas excéder 1 € par repas, alors qu'une autre tranche doit dépasser ce montant. Le tarif inférieur ou égal à 1 € est attribué aux familles dont le quotient familial
CAF est inférieur ou égal à 1 000 euros ou équivalent en termes de revenus selon le nombre d'enfants. La durée doit être indiquée, fixe ou limitée. Donc, je vais vous dire un peu les chiffres de ce qu'on a, nous, dans notre cantine. Donc, on avait 5 tranches dans la précédente convention. Comme le quotient familial a changé, nous n'avons fait plus que 4 tranches. En 2024, il y a 20 enfants qui ont bénéficié du tarif de 0,80. Il y a 35 enfants qui ont bénéficié du tarif à 1 euro. Il y a 34 enfants qui ont bénéficié d'un tarif à 2,80 euros. À 3,20 euros, il y avait 46 enfants. Et à 4 euros, il y avait 100 enfants. Donc, on voit bien que chez nous, on n'a quand même pas trop de problèmes pour la cantine. Il y a beaucoup plus d'enfants qui ont le tarif supérieur que les tarifs inférieurs. Donc là, maintenant, nous allons passer de 0 à 600 de coefficient familial à 0,80 euros, de 601 à 1000 à 1 euro, de 1001 à 1500, 3 euros, de 1501 et plus à 4 euros. Donc, on a supprimé la tranche de 901 à 12 000 parce que ça faisait pas assez de différence. Donc, il y a toujours 80 enfants qui vont bénéficier de la cantine à 0,80. Il y a 8 familles qui auront un tarif à 1 euro suite à l'augmentation du quotient. Il y a 21 familles qui subiront une augmentation de 20 centimes, parce qu'avant, ils étaient à 2,80 euros, maintenant, ils vont passer à 3 euros. Et 35 qui verront une diminution de 20 centimes. Pour les plus de 1500 restants, ce sont les majoritaires, il y a 87 familles. Je voulais quand même vous donner le prix de revient d'un repas. À la cantine, c'est 4,72 euros. Alors, pour être éligible et obtenir cette aide, la commune devra remplir un formulaire d'identification de la collectivité qui sera accompagné de la délibération ou de la décision spécifiant la mise en place d'une tarification sociale des cantines répondant aux critères fixés. L'État s'engage en contrepartie à verser une aide pour à minima les 3 prochaines années. Cette participation sera formalisée par la signature d'une convention. La commune a également la possibilité de bénéficier d'une bonification d'1 euro supplémentaire par repas puisqu'elle a intégré le dispositif Egalim. Afin de pouvoir continuer à bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de renouveler la convention. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'adopter cette délibération. Des questions? Oui, M. Coutin, simplement de savoir si vous avez établi un ratio, savoir si on arrive à un certain équilibre. Donc, d'a priori, d'après les chiffres, ça me semble difficile. Mais avec ce 1 euro d'Egalim, est-ce qu'on arrive à plus ou moins équilibrer le budget de fonctionnement de la cantine ou elle est déficitaire et la commune fait ce qu'elle a à faire? Alors, la commune a toujours pris en charge une partie du tarif de la sécurité, de la cantine. J'ai pas calculé, moi, là, mais bon, avec 1 euro supplémentaire, avec 1 euro je pense supplémentaire, que ça va équilibrer le budget. Oui. Sinon, effectivement, avec le tarif applicable... Mais, donc, si vous connaissez un peu la loi Egalim, nous sommes obligés de proposer beaucoup plus de produits bio ou de produits certifiés à la cantine, ce qui va faire augmenter le prix du repas. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore bien. Voilà. Okay. Mais bon, c'est une charge que la commune prendra en charge. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour que nos enfants mangent correctement. Tout à fait. Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent?
Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité des participants. Nous passons au rapport suivant qui concerne le vote des taux des impôts directs locaux. Alors, je serai bref. Pour 2025, il est proposé de conserver des taux identiques et de ne pas augmenter les taux d'imposition. Avez-vous des questions? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, à l'unanimité, abstention de la, donc à l'unanimité des votants. Nous passons au rapport suivant. Subventions allouées aux associations au titre de l'exercice 2025. Et c'est Madame Pellissier qui va faire la présentation adjointe aux associations. La commune de Bagnols en Forêt souhaite participer à la vie associative locale en permettant aux associations de bénéficier de subventions. Les subventions sont des aides facultatives que la commune n'est pas tenue de délivrer. Par délibération en date du 29 septembre 2023, la commune a adopté un règlement financier pour les demandes de subventions instaurant des obligations pour les associations qui sollicitent l'octroi de subventions. Après examen des dossiers en commission, qui s'est réunie donc mercredi dernier, il a été décidé de donner certaines sommes. Alors, je ne vais pas vous dire toutes les sommes, vous les avez devant les yeux. Si vous avez des questions, je vous écoute. Le montant? Oui, le montant total, 35 987 €. Ok, Monsieur Coutin, donc je ne reviendrai pas sur les débats de la commission, ce n'est pas utile à ce niveau, vu que la commission a acté. Par contre, juste une remarque concernant la deuxième page. Est-ce qu'il n'y a pas erreur au niveau, vu de l'avis de la commission de subvention date du 30 mars 2024 et attribué au titre de l'exercice 2024 les subventions aux associations? Il y a une erreur, Il y a des erreurs, effectivement, je pense, Monsieur Coutin. Voilà, simplement à modifier. bien sûr. C'est 2025. Très bien. D'autres questions ou commentaires? Nous allons procéder au vote, mais c'est donc vote oui, précise. Toutes les personnes qui font partie, donc tous les conseillers municipaux qui font partie d'une association, on demande de ne pas voter. Donc, pour pas qu'il y ait de conflit. Les associations qui demandent une Les subvention. associations qui demandent des subventions. Si on fait partie d'une association qui ne demande rien, qui sont adhérents, oui. Même Oui. pas forcément dans le bureau, pas forcément. Non, les membres. Oui. Hein? Oui, nous avons donné à 25 associations qui ne vont pas voter. Vote parmi tous ceux qui restent et qui peuvent voter. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité des votants. Nous passons au point suivant. Cela concerne les modalités d'attribution de l'avantage en nature repas au personnel communal, et c'est M. Varroqui-Roland, adjoint au personnel, qui va présenter ce rapport. Alors le principe est assez simple, il s'agit de régulariser une situation, c'est-à-dire que parmi notre personnel communal, on a 7 ou 8 agents
qui prennent systématiquement leur repas dans le restaurant scolaire et qui donc profitent de cet avantage en nature, puisque c'est le terme consacré, et que voilà, c'est quelque chose qui est instauré, qui perdure depuis un moment, et eh bien, il y a lieu de, c'est une obligation déjà d'abord légale, il y a lieu de régulariser la situation, et donc d'acter le fait que quand des agents prennent un repas sur le restaurant communal, eh bien, l'avantage en nature doit être déclaré sur leur fiche de salaire et au niveau aussi des impositions, bien entendu. Alors, il s'agit de 5,45 € par repas et par jour, bien sûr. Avez-vous des questions? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté. Varocki garde la parole et présente le point suivant qui est l'instauration d'un plan de formation 2025-2027. Donc, notre commune ne s'est pour le moment jamais dotée d'un plan formalisé, d'un plan de formation stricto sensu formalisé. Et donc, bon, c'est un outil indispensable si on veut à la fois motiver les agents, si on veut avoir une vision globale de notre personnel, de l'évolution de notre personnel, de l'adéquation entre les compétences et les savoirs et les besoins de la collectivité. Et donc, d'abord, je tiens à remercier les agents qui ont fait ce travail long, fastidieux et précis d'élaborer un plan de formation en bonne et due forme pour Bagnols-en-Forêt, voilà, jusqu'en 2027. Donc tout est détaillé, hein. Je ne pense pas qu'il faille vraiment relire tout le détail, parce que le plan de formation, vous avez vu que c'est un long document. Comme je vous le disais, c'est bien sûr une plus-value pour la collectivité d'avoir formalisé la chose, d'autant que certaines obligations sont obligatoires et que c'est au bénéfice à la fois de la collectivité, des agents et du public, bien sûr. Il y a un budget, alors pour la partie budget qui est allouée, c'est très simple, on est parti des coûts, des sommes qui avaient été attribuées sur les dernières années, on en a fait une moyenne. Et donc le budget, c'est le budget moyen et approximatif, bien sûr, hein, c'est 10 000 € à l'année, qui fera l'objet d'un réexamen tous les ans si nécessaire. Hein, vous avez le tableau depuis 2020. Donc les sommes varient entre 7 778 € et un peu plus de 11 000 € suivant les années, donc on tourne autour de 10 000 €. Pardon, ouais. Oui, Rebaud, Régis. Est-ce qu'il y a des cotisations pour ces formations-là sur les salaires ou pas, qui financent ça ou pas? Alors du tout là, comment ça fonctionne en fait? Il y a une partie des formations sur les collectivités territoriales qui sont financées via le CNFPT. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des cotisations et donc ces cotisations permettent entre autres de financer certains types de formations. Ça, c'est le cas hein, déjà. Mais pour d'autres formations qui ne sont pas proposées par le CNFPT, mais d'autres organismes certifiés, qualifiés, dispose de labels d'ailleurs, eh bien, on propose une enveloppe supplémentaire de 10 000 €, ce qui permet plus de souplesse au niveau de ce qu'on peut proposer. Pardon. Non, c'est bien de faire monter les gens en compétences. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Et est-ce qu'il y a aussi des formations diplômantes valorisantes? Alors oui, bien sûr. Où ils sûr. ressortent avec des certifications. Effectivement, il y a la montée en compétences dans sa fonction. Oui. Mais ça peut permettre aussi à certains agents d'espérer ou de postuler à une autre fonction aussi. Oui, c'est possible. Des formations sont aussi professionnalisantes et permettent à des agents de se reconvertir ou de changer un petit peu de registre dans leurs compétences. Oui.
on formalise les choses, ça existait déjà. Ça existe déjà, mais on a si déjà vous- les conventions, je suppose, avec le CNFPT et d'autres organismes. Alors là, on ne touche pas en fait au CNFPT. Ça, c'est voilà, c'est autre chose si vous voulez, mais c'est vrai que les formations, la commune a toujours proposé des formations complémentaires. La preuve, c'est que sur les dernières années, donc il y avait, vous avez le détail des sommes qui ont été allouées, mais si vous voulez, il n'y avait pas de plan de formation, c'est-à-dire que les choses étaient un petit peu faites en concertation avec les agents, bien sûr, leur projet de carrière, les besoins de la municipalité. Ça, c'est toujours la condition sine qua non hein, pour un financement. Ça doit correspondre aux besoins de la collectivité. Et puis, c'était vu surtout entre les ressources humaines, les agents et les responsables de service. Mais on n'avait pas de plan de vol, si vous voulez. On n'avait pas de plan de route. Donc, c'était fait un petit peu, pas au cas par cas, mais service par service. Donc, c'était de façon un peu plus fragmentée. Là, un plan de formation, c'est global, avec des formations transversales, etc. C'est une feuille de route, quoi, une feuille de route globale pour toute la collectivité, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une meilleure gestion du personnel, je pense, et des éventuels mouvements qu'on peut avoir d'un service à un autre, par exemple. Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. L'ordre du jour étant Il épuisé. y a encore un rapport? Pardon, excusez-moi. Ah oui. Le rapport suivant, modification du tableau des effectifs, création d'un poste d'adjoint d'animation principal de deuxième classe. Et c'est toujours M. Varocki qui le présente. Donc, comme on l'a eu fait à plusieurs reprises, il s'agit de modifier notre tableau des effectifs, qui est un document vivant, hein, la preuve, on l'a fait assez souvent les derniers temps. Donc, pour faire simple, il ne s'agit pas d'un nouveau recrutement, il s'agit d'ajouter à nos effectifs un agent qui, pour le moment, est détaché d'une autre collectivité, enfin qui est en disposition, pardon, qui est sur nos effectifs depuis un petit moment déjà, qui apporte satisfaction. Et donc, on a l'opportunité de pouvoir recruter cet agent. Et pour ce faire, on est obligé de créer le poste d'adjoint d'animation principal de deuxième classe pour pouvoir ensuite faire bénéficier cet agent, enfin, de pouvoir faire accéder cet agent à son poste, quoi. Question? Oui. Oui, c'est une personne de l'accueil. Non, non. C'est son cadre d'origine, c'était agent d'animation. Voilà. Et donc c'est un transfert, mais il faut acter. D'abord, il faut la recevoir en tant qu'agent d'animation, deuxième classe, et après, on pourra la faire passer en tant qu'agent administratif. Il le fait déjà. Nous passons au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport, le dernier rapport, cette fois-ci, le vrai dernier rapport, est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer aux questions orales, ou à moins que la majorité, les élus de la majorité aient un message à faire passer. Oui, Monsieur Zorzut, adjoint à la sécurité. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez bien? Non, je profite de cet instant pour relancer l'appel à candidature qui a été fait au travers des réseaux sociaux, au travers du site de la mairie, concernant la réserve communale de sécurité civile. On a eu quelques candidatures, on attend encore du monde, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous inscrivez directement, donc on refera une publication pour faire appel à candidature. Vous avez un lien sur cet appel à candidature ou sur le site de la mairie pour vous inscrire directement. C'est tout électronique, donc n'hésitez pas à postuler, à remplir ce lien pour rejoindre cette réserve communale. La réserve communale, c'est constitué de citoyens, de volontaires mobilisés pour aider la population en cas de risque majeur sur la commune, incendie, inondation, événements climatiques. On l'avait bien présenté lors du dernier conseil municipal, puisque là, vous avez eu l'appel à candidature. Donc, je profite de cet instant pour rappeler à tous les administrés, ils sont appelés à venir nous prêter main forte en cas de besoin. Merci à vous.
Plus de la majorité qui souhaiterait prendre la parole et présenter quelque chose, une information à l'intention du public ou de l'opposition? Non? On va vous donner la parole. Jean. Régis Reboul. J'ai deux questions. Sur la route du Muy, après le stade de foot, là, je vois le week-end, il y a pas mal de motos de 2 roues qui viennent avec des fourgons. Est-ce que c'est le nouvel endroit pour l'association des motos, des 2 roues, de bagnoles? C'est ça? J'ai pas le nom, mais il y a une association, il y a un endroit qui est réservé pour les motards. C'est une piste communale, enfin, c'est pas une piste communale, c'est un site identifié par la commune pour qu'une association puisse venir faire de la moto dans le cadre de l'association et juste sur cette zone-là. D'accord. Hein. On rappelle que l'utilisation de motos sur les pistes DFCI et autres est interdite. Je veux préciser que cette association n'a que des enfants, ce n'est Oui. pas des adultes Ah. qui viennent rouler sur le terrain. C'est pour les enfants. D'accord. C'est que des enfants. Oui. C'est le motocross de D'accord. Bagnoles en forêt. Ils ont eu dans la forêt Bon, très bien. un circuit. Très bien. Et deuxième, enfin pas question, mais sujet, est-ce que l'arrêté municipal sur les nuisances, vous savez, les tondeuses sortent, les débroussailleuses sortent, est-ce que il existait un arrêté municipal, est-ce qu'il existe toujours sur le respect avec des horaires, un encadrement sur les horaires? Je parle de nuisances à son voisinage en fait. Et je pense ouais, c'est ça, les tondeuses et compagnie. Alors je vais essayer de le retrouver en direct. Hein. Ouais. Vous avez sur le site de Bagnoles en un clic, mais je ne sais pas, donc c'est dans police municipale et dans l'onglet police municipale, vous retrouvez cet arrêté de nuisance sonore. C'est un arrêté préfectoral. C'est un arrêté préfectoral. Ouais. Je pense parce que. Oui, il y est. J'avais fait. Il serait bien de refaire une petite com Il y là-dessus. On peut permettre, réguler, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pas les horaires en tête, mais si le dimanche, c'est de 10h à midi. De 10h à midi. Après, le samedi, c'est le samedi, il y a une tranche horaire de coupure l'après-midi, entre midi et 15h, ou 15h, il me semble. Et après, en semaine, c'est les tranches définies. Mais on refera une. Non, c'est pas open bar, on refera une publication là-dessus. Oui, Monsieur Coutin, donc je voulais adresser une question à Monsieur Bouchard et notamment au titre de son rôle de président de la SPL là, du Vallon des Pins. Là. Est-ce que vous avez pris connaissance de la presse, notamment celle d'hier et d'aujourd'hui, sur la Dracénie, concernant le fait que l'agglomération Dracénie rejette le projet de pôle de transition qu'ils avaient prévu. Et donc, ce qui veut dire que ça va en générer certainement des petits soucis au niveau de l'enfouissement. Déjà que l'on s'efforce de trier ce qui arrive déjà de la Dracénie parce que ça ne l'est pas de manière optimale. Là, s'ils n'ont pas de projet de tri, on va dire, à minima de leurs déchets, qu'est-ce que vont devenir leurs ordures? À ce titre, je crois qu'en 2026, on ne va plus être capable de les accepter. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce dossier et qu'est-ce que vous en pensez? Je suis effectivement informé de l'abandon du projet de pôle de transition environnementale porté par DPVA pour des raisons essentiellement financières et un peu moins techniques, mais surtout financières. Le DPVA est en recherche de solutions. Il sait très bien qu'il ne pourra pas venir puisque en 2026, il devra baisser les tonnages à enfouir de façon très importante. De fait, DPVA est actuellement en négociation pour avoir des exutoires aussi bien aux multifilières du Vallon des Lauriers qu'à l'incinération de Nice. Voilà. Donc ils sont
en recherche de solutions, mais ils sont contraints à trouver des solutions. Voilà. Il est clair qu'au niveau du Vallon des Pins, on ne peut pas leur proposer de solution. En 2026, Aucunement. on ne pourra pas accueillir plus que les tonnages qui sont autorisés. Voilà. Et ils produisent beaucoup plus que ce qu'ils amènent au Vallon des Pins. Donc, oui. Questions? Commentaires? Bouchard, je vais, sans lancer de polémique concernant la redevance incitative, j'aimerais communiquer sur quelques chiffres qui ont été donnés en termes de collecte de déchets. De mémoire, j'espère pas me tromper, mais c'est assez parlant. En 2019, on produisait presque 900 tonnes de déchets sur le dernier mois de mars. Et cette année, on est à 475 tonnes ou 500 tonnes. Donc en fait, c'est porteur, puisqu'on économise 400 tonnes de production de déchets avec la taxe incitative. Donc on trie mieux, on trie plus, et c'est parlant. Même si aujourd'hui elle fait polémique, mais sachez que cette mise en place, ça nous permet de revaloriser nos déchets, puisque au travers des bacs jaunes, du verre et autres, nos déchets sont revalorisés, alors que d'autres concepts fait qu'on ne peut pas revaloriser les déchets, alors que là, ils sont vraiment revalorisés. Il ne reste plus qu'à vendre le principe de la taxe incitative à la DPEA. La taxe incitative, en fait, elle n'existe pas encore aujourd'hui. En fait, si on a divisé... On accompagne, puisque comme on en parle, comme on met en place, oui. elle est porteuse, donc du coup, on sensibilise plus les gens à trier, on les accompagne, donc je pense pas elle n'est pas mise en place, elle sera mise en place. On est une année blanche cette année, elle sera mise en place à partir de l'année prochaine. Les bons éléments de langage, c'est de dire, versus 2019, c'est de dire que les gens, effectivement, il y a une forte pédagogie sur la nécessité de trier, et que les gens trient plus. Ce n'est pas le spectre, à mon sens, de la redevance incitative qui fait qu'on a divisé notre tonnage par deux, en gros, ce que vous venez de dire. Je pense qu'effectivement, il y a des efforts de tri, je dirais, sur l'ensemble du territoire, pas seulement du canton de Fayence, j'espère aussi ailleurs. Il y en a encore qui sont moins bons élèves, mais je pense que c'est surtout les gens qui font plus l'effort de trier. Je pense que c'est surtout ça. Après, oui, la prise de conscience aussi sur les déchets par rapport au Vallon des Pins, par rapport à tout ce qu'on vit effectivement sur le canton. Ce que font aussi tous les autres acteurs, j'espère. En tout cas, on voit bien que même le SPIDEV est actif. On voit des fois, ils ont des petits barnums où ils font des choses pareilles dans les écoles, au même titre que ce qui se passe sur le canton. Les effets de la redevance incitative, on les verra lorsqu'elle sera vraiment en place. En fait, est-ce que le service, c'est un choix, enfin, c'est aussi pour débattre, c'est pour discuter. La redevance incitative, c'est un choix. Bon, voilà, c'est fait, c'est acté. Quel fruit elle portera sur effectivement les tonnages, on le saura qu'une fois qu'elle sera effective et que les gens paieront leur forfait d'enlèvement des ordures. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années, et tant mieux. Et tant mieux. Et que faites-vous des 8 millions d'habitants qui sont déjà en redevance incitative et qui ont déjà prouvé depuis de nombreuses années que la redevance incitative est un frein pour la production de déchets? Et on n'est pas les premiers à se lancer. Oui. Voilà. Donc, dire à un moment donné, l'effet d'annonce ne fonctionne pas et quelque part il faudra attendre après. Que dire de ceux qui ont baissé de 30% leurs déchets, les ordures ménagères? C'est parce qu'ils trient plus. C'est parce qu'ils trient effectivement plus. Donc la redevance, je ne suis pas allé voir ce que font les autres dans les autres collectivités. Je vous crois sur parole, mais en tout cas, en tout état de cause, aujourd'hui, elle n'est pas active chez nous. On ne peut pas dire factuellement que c'est grâce à elle que le tonnage a été divisé par deux.
Mais elle est en période de test, Elle oui, n'est pas depuis active quelques chez mois. nous, mais quand même, on a reçu des papiers en nous disant que la redevance incitative, et je connais pas mal de gens qui ne triaient jamais et Oui. qui se sont mis à trier, Oui, tant du mieux. coup, parce que ça les a incités. Ouais. Voilà. Non, mais tant mieux. Tant Donc, mieux. on comparera et on verra, mais bon. C'est ça. On comparera à terme en fonction de ce Mais- que paieront les gens. On peut comparer même maintenant. Dire quand vous avez créé votre page web usager, vous pouvez voir effectivement que vos ordures ont diminué. Et ça, c'est un effet de la redevance incitative. Enfin, je ne sais pas si vous le faites. Moi, je fais attention le nombre de fois où je sors mes poubelles. Oui, bah, Et ça moi a aussi. diminué. Et je pense qu'on est plusieurs, et beaucoup, Oui. à faire ça. Et je pense que c'est un effet, effectivement, de l'annonce de la Il redevance faut juste qu'il n'y ait pas de incitative. réduction de service, en fait. Mais je pense qu'effectivement, tout le monde. Il n'y a pas de réduction de service, et il n'y en aura pas. Même une augmentation de service. Oui, non, sur Bagnols, je pense. Enfin, je ne sais pas sur la communauté de communes, mais sur Bagnols, les gens. Oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons autant de diminution par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, Tant mieux. les auditeurs ne pourront pas voir la courbe, hein, mais c'est vraiment parlant, hein. Si je vous la montre comme ça, vous avez sur les 6 dernières années, et la courbe, excusez-moi, la courbe la plus basse, hein, c'est... Ouais, désolé, mais la courbe la plus basse, vous les voyez de suite, hein, ça c'était les années d'avant, et on voit que chaque année, et là c'est vraiment la mise en place depuis les 2 dernières années, vous voyez qu'on fait que chuter, on fait que descendre. C'est le même schéma qui avait été présenté lors des vœux. Au mois de mars, on est actuellement donc à 162,56 tonnes au mois de mars, alors que en 2024, on était... Alors... Non, ça c'est le delta. Oui, il y a 162,56 tonnes de décalage entre le mois de mars 2025 et le mois de mars 2024. 162,5... Non, juste le mois de mars. Le mois de février, 74 tonnes de moins. Le mois de janvier, 115 tonnes de moins. Donc, c'est pas anecdotique. C'est pas... C'est mesuré surtout, où, ça? C'est mesuré où? c'est mesuré, c'est-à-dire que Mais nous avons... Au Vallon des Pins ou ça? Non, c'est mesuré au quai de transfert, où tous nos déchets arrivent. Non, c'est vraiment la communauté de communes. C'est la communauté de communes. C'est la communauté de communes, non. Mais les déchets de Bagnols vont voilà. Donc, non, ça c'est la communauté de communes, ce sont tous les tonnages. Ce qui fait qu'on est sur une trajectoire à la fin de l'année, de 6301 tonnes. On a l'été, là? On a les mois d'été dedans? On a tous les mois. C'est 12 mois glissants, là? Oui, on a tous les mois. Et chose qui est assez intéressante, c'est que effectivement, les gens font le geste de tri, mais la question que je peux me poser, enfin qu'on peut se poser légitimement, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, alors que le matériel de tri est déjà en place depuis de nombreuses années, et qu'on voit qu'au contraire, depuis 2014, naissance du service déchets de la communauté de communes, depuis 2014 jusqu'à 2021, on a cessé d'augmenter notre quantité d'ordures ménagères. Or, la politique d'incitation au tri existait déjà à cette époque. Il y avait des ambassadeurs du tri qui allaient dans les écoles, il y avait du matériel déployé. Non, je pense qu'à un moment donné, la redevance incitative, elle porte bien son nom, elle incite à produire moins de déchets. Monsieur le maire. Si, ça marche. Bon. Ce qui serait intéressant aussi, la courbe est intéressante, mais ce qui serait intéressant, c'est de mettre le parallèle avec l'évolution de la population en même temps, parce que vous avez 2 effets. Vous avez l'effet tri, parce que les gens sont plus disciplinés, mais on a plus de gens. Donc en fait, l'effet tri est d'autant plus important. Alors,
au niveau de la communauté de communes, je ne connais pas l'évolution de la population, mais pour le village, en revanche, c'est significatif sur les années que vous avez citées. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Duras. Ce paramètre-là montre qu'effectivement, c'est une vraie tendance, puisque la population augmente. On est un des villages qui a le plus augmenté avec Montauroux. Montauroux, énormément d'installations aussi, mais les tonnages continuent à baisser, donc on va dans la bonne direction. Et je le rappelle, c'est pour cette raison qu'on a mis en place la redevance incitative, pour la baisse des tonnages. On parle des tonnages d'ordures ménagères, là. Tout à fait. Et qu'est-ce que deviennent les tri? Parce que je vais vous dire, j'ai posé la question, alors je suis tombé par hasard en mettant... vous avez dû me voir peut-être avec la petite caméra. Peut-être. J'étais en train de mettre mes bouteilles de verre dans le container. Et il y avait, je ne sais plus, un camion qui venait lever à la chapelle Sainte-Anne, le container jaune. Donc je leur demande, vous l'emmenez où? Et ils me disent à Fayence. Je leur dis, c'est pas possible, à Fayence. Si, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais suivre un container jaune et savoir les déchets qui sont dedans. Parce que, juste fini, parce que dedans, maintenant, on met tout. Avant, on mettait le papier dans les poubelles bleues. Maintenant, on met tout dans les jaunes. L'emballage et le papier, c'est tout ce qu'on met. Oui, mais voilà, avant, il n'y avait pas le papier. Oui. Voilà. Donc, dans ce gros conteneur jaune, c'est les gros quand même, dans lequel on peut aussi mettre des cartons. Tu sais, les cartons de yaourt. Les cartonnettes, ce qu'on appelle les cartonnettes. Les emballages, voilà. Les cartonnettes. Des petits... pardon. Pour voilà. Des yaourts, par exemple. Tout à fait. Ça va où, ça? Il y a quelqu'un qui trie ou vous? Alors, donc... tout va, je vous l'ai dit, tout va au quai de transfert de Montauroux, parce que tout est pesé au quai de transfert de Montauroux. Oui, quand on dit à Fayence, voilà, comme c'est l'entreprise Pisorno qui vient, il dit que c'est le pays de Fayence. Donc tout est pesé, c'est-à-dire que quand vous allez, je vous invite à aller visiter le quai de transfert de Montauroux, puisqu'il y a en fait des bennes et ce qu'on appelle des FMA, des fonds mouvants alternatifs. Ça, c'est des camions. Voilà, des camions, des remorques qui sont installées. Et les bennes à ordures ménagères ou les camions comme celui que vous avez vu, voilà, viennent et bennent dans les conteneurs correspondants. C'est-à-dire, il y a un conteneur pour les emballages et le papier, donc ils baignent là-dedans. Il y a un conteneur pour les OM, ils baignent là-dedans. Voilà, c'est réparti en fonction du flux. Une fois que la remorque, la FMA, est remplie, elle est acheminée jusqu'au centre de tri du Muy. Alors, attention, ne pas confondre le centre de tri du Muy et l'usine multifilière du Vallon des Lauriers. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même process. Le centre de tri du Muy, c'est vraiment du tri. C'est vraiment du tri. Il y a, à la fin du process, il y a des mains qui attrapent et qui retirent encore des déchets et qui les trient. Voilà. Et il y a donc des flux qui sont rassemblés, les emballages qui sont emballés, il y a la cartonnette qui est emballée. Voilà, il y a des flux et après, ces palettes qui sont préparées, emballées, plastifiées, sont envoyées sur des usines donc, de valorisation de ces matières. On n'en a pas dans la région, hein, on doit les exporter ailleurs, mais en tout cas, c'est une valorisation de matière qui permet de refabriquer du plastique ou de refabriquer de l'alu, voilà, des canettes. Voilà. Donc tout ça, c'est un vrai effort de tri qui est fait. Est-ce que là, donc ces balles, c'est des sortes de balles qui sont... ça, c'est valorisé, je veux dire, c'est vendu ou c'est... Oui. Et qui fixe? C'est la CCPF qui... Non, là, il y a un prix du marché qui est très fluctuant. Du coup, on est producteur. Oui. Donc, si on est producteur, on pourrait vendre. On reçoit de la part des éco-organismes. Vous le savez, lorsque vous achetez quelque chose, vous avez une éco-participation. Chaque fois que vous payez quelque chose, si vous achetez ça, vous payez une part qui est l'éco-participation du producteur. Et lorsque vous récupérez cette matière, on vous rétrocède une partie de l'éco-participation, pas sa totalité, mais une partie en fonction du tonnage dans la matière que vous avez réunie. Donc c'est vrai que plus on trie, plus effectivement on récupère cette éco-participation. En revanche, attention, il y a des coûts qui nous sont appliqués, c'est les coûts de transport. Voilà. Le coût de transport, ça c'est la CCPF et c'est nous tous
qui le payons à travers, pour l'instant, la TOM et demain, l'ARI. Le coût de transport jusqu'au MUI. Voilà. Après, Jusqu'au du MUI MUI, pour... voilà. du MUI à l'entreprise Tartampion pour... Ça ne nous appartient plus. Voilà. Ça, c'est après, c'est un deal entre l'entreprise et Pisordo. Et alors, quelles sont les modalités pour visiter le quai de transfert et est-ce que c'est possible de visiter le centre de tri du MUI? Alors, je sais que le centre de tri du MUI a été visité par les familles zéro déchet qui se sont inscrites au défi chaque année. Donc, après, en tant qu'élu, si vous souhaitez visiter le centre du tri, du MUI, je vous invite, aussi bien les élus de la majorité que vous, à envoyer un mail à Madame Guy, responsable du service déchets de la communauté de communes, en lui demandant est-ce qu'il est possible d'organiser une visite du centre de tri du MUI pour les élus de Bagnols-en-Forêt. Peut-être qu'elle fera un mix avec d'autres élus, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et ça sera même plus facile pour le quai de transfert, parce que c'est une installation qui nous appartient, c'est local, donc on peut vous faire venir un samedi matin, par exemple, puisque ça fonctionne aussi le samedi matin. Vous ne verrez pas énormément de tonnage, mais vous verrez la logique du système. Oui, juste une précision complémentaire. Là, donc je voulais savoir si au quai de transfert, il y a un pré-tri qui est effectué ou non, tous les containers sont baignés dans les camions et ça part directement à l'usine du MUI. Et il n'y a pas de pré-tri, il n'y a pas de caméra ou d'action humaine, on va dire. Non, c'est-à-dire les bennes sont vidées et sont acheminées au MUI. Et là, le MUI fait un tri et nous applique ce qu'on appelle des refus. C'est-à-dire, des refus, c'est-à-dire quand on n'a pas mis à l'intérieur du conteneur la bonne chose. Je vois par exemple là-bas à l'entrée du Rayol, il y a des conteneurs qui sont des conteneurs pour le carton, couvercle marron. Si vous avez la curiosité d'y aller tout à l'heure, vous regarderez, ils ont mis des emballages et du papier à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est la même chose, c'est pour ça que voilà. je faisais la remarque. Donc ça, effectivement, pour le carton, comme Pisorno récupère les cartons aussi, puisque c'est lui qui fait la collecte de cartons, donc là aussi, ça passera en refus. Donc le geste de tri, quand il est mal fait, il coûte de l'argent à tout le monde. Voilà. Je voulais en venir. Donc il y a une pénalité qui est appliquée, il y a un coût Oui. qui est appliqué. Ah oui, oui. Voilà, donc Il y a c'est un bien coût. ce qu'il faut faire Il y a un ressortir, effectivement. Voilà. Dans la mesure où on ne destine pas au bon container, après c'est la collectivité, effectivement, qui en subit la charge. Alors, pour mettre un bémol, effectivement, à cette nuisance, je dirais que le déploiement de la collecte d'emballage et de papier en porte-à-porte, c'est-à-dire des containers donnés aux administrés chez eux, et l'uniformisation, la tentative d'uniformisation du matériel par des colonnes avec petite ouverture fait quand même qu'on a actuellement, je n'ai pas les chiffres, mais je peux essayer de les récupérer, un taux de refus qui est très très bas. Parce qu'effectivement, celui qui trie chez lui, il ne fait pas n'importe quoi. On avait le problème, surtout avec les conteneurs à couvercle jaune, on retrouvait de tout dedans. De tout, voilà. Voilà. Donc effectivement, puisqu'on parlait des déchets, du tri, je voulais passer une petite information et puis vous inviter, si vous êtes disponible le samedi 26 avril, il y a une fête, oui, il y a une fête. Alors c'est une fête de nettoyage. Donc la commune de Bagnols-en-Forêt participe pour la 2e année consécutive à l'opération Nettoyons le Sud, qui est organisée par la région. Voilà, donc vous pouvez avec plaisir y participer. Donc Nettoyons le Sud, c'est une opération collective organisée par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur pour lutter contre la pollution et préserver la beauté de notre territoire. Donc l'année dernière, nous avions ramassé en verre 24,55 kg, en emballage 6,35 kg, puisqu'on doit tout peser, les encombrants 44,7 kg, les textiles 1 kg et les mégots 1 litre. Donc tout le nettoyage avait été effectué donc, par une équipe de bénévoles de 30 personnes à peu près, et on avait nettoyé la table d'orientation. C'était sur la commune de Bagnols, ça? Oui. Excusez-moi. Hein. Ouais. Et c'est où le rendez-vous? Alors cette année, c'est à la Maison du Temps Libre.
Donc le samedi 26, vous avez donc tout expliqué sur les réseaux, hein, sur Maire et Citoyens, je pense sur Facebook aussi. Ça va être relayé encore. Donc samedi 26 avril, à 9h, accueilli avec un petit déjeuner à la Maison du Temps Libre. Et un apéritif dînatoire. Ah, ça dure toute la journée? Voilà. Petit apéritif. Voilà. Tu veux y aller? Donc la région met à notre disposition un kit de ramassage déjeunatoire. Voilà. Est-ce que vous avez la date du prochain conseil? Oui. Normalement, il n'y en a pas de prévu pour le mois de mai, sauf urgence et nécessité de prendre une décision rapide. Sinon, le prochain conseil est prévu le 19 juin. D'accord. Jeudi 19 Merci. juin. Voilà. Nous allons mettre un terme à la retransmission du conseil municipal avant de donner la parole éventuellement aux personnes du public si elles désirent poser des questions. Je remercie toutes les personnes qui ont été patientes et qui nous ont suivis à distance et je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit à M. Saillet, au jeudi 19 juin prochain. Merci, bonne soirée à tous et toutes.